collègues, la parole est à Madame Dubié pour le mouvement radical républicain démocrate et progressiste. Le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. En novembre 2013, au large de Lampedusa, près de 400 personnes perdaient la vie lors du naufrage de leur embarcation. Elles venaient de traverser la Méditerranée et tentaient de rejoindre l'Union européenne. Cet accident, qui a depuis été malheureusement suivi de nombreux autres, est venu nous rappeler que tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants risquent leur vie pour atteindre l'Union européenne en quête d'une vie meilleure. Ces drames sont également venus mettre en lumière les limites de notre système de l'asile, que ce soit en France, mais également au niveau européen. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous ne pouvons plus le contester. Les chiffres sont parlants et les images choquantes. Notre système de l'asile est à bout de souffle et il est devenu urgent de le réformer pour lui redonner tout son sens. Nous devons rendre la procédure de demande d'asile à la fois plus efficace et plus respectueuse des droits des demandeurs d'asile. C'est cet objectif qui nous a guidés tout au long de l'examen de ce projet de loi et c'est celui que nous poursuivons encore aujourd'hui. Car vous le savez, le groupe des radicaux de gauche est très attaché au droit d'asile, principe fondateur de notre République, reconnu par notre Constitution dès 1793. Il fait qu'aujourd'hui, nous devons plus que jamais rester France terre d'asile sans nous départir d'un examen lucide de la situation actuelle. Dans ce contexte, je tiens à dire à quel point notre groupe regrette l'instrumentalisation de ce projet de loi qui a été faite à des fins que l'on pourrait décrire comme uniquement politiciennes. Si nous avions été satisfaits du texte adopté à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale, force est de constater que le texte adopté par nos collègues sénateurs a été considérablement durci. Non seulement il ne répondait plus aux engagements internationaux de la France, mais il créait une véritable confusion entre les prétendants au statut de réfugiés et les migrants économiques d'abord, entre les demandeurs d'asile et les déboutés du statut du droit d'asile ensuite. Trop souvent, pendant ces débats, ce projet de loi a été réduit par certains membres de l'opposition à la seule question des déboutés. Nous avions pourtant été clairs, le gouvernement avait été clair, ces derniers, quand tous les recours sont épuisés, sont des étrangers en situation irrégulière sur le territoire et donc ne relèvent plus du texte que nous examinons cet après-midi, mais celui relatif aux droits des étrangers que nous examinerons dans les prochains mois. Je le redis, cet amalgame n'est plus tolérable et n'a pas sa place dans cet hémicycle. Le travail effectué en commission nous a permis de revenir au texte de compromis équilibré et pragmatique que nous avions adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Je tiens ici à saluer le travail constructif de notre rapporteure, Sandrine Mazetier, qui a su conserver les indéniables améliorations apportées par nos collègues sénateurs, tout en tenant le cap fixé en première lecture. Je tiens également à saluer son écoute et son attention à l'égard du groupe RRDP, composant de la majorité gouvernementale. Je le souligne parce que ce n'est pas toujours le cas. Parmi les points qui nous tenaient particulièrement à cœur, je reviendrai tout d'abord sur les délais de traitement de la demande d'asile. De l'avis de tous, ces délais sont excessivement longs, oscillant entre 19 et 26 mois. Ils fragilisent la situation des demandeurs d'asile et rendent difficile l'exécution des obligations de quitter le territoire français signifiées aux déboutés. Ils affectent également le budget de la politique de l'asile, dont les coûts augmentent avec la prise en compte de l'hébergement d'urgence et de l'allocation temporaire d'attente. Il était donc urgent de remédier à ces excès. Sur ce point, nous sommes satisfaits d'avoir pu confirmer le compromis trouvé en première lecture, qui répond non seulement aux exigences des directives européennes, mais surtout à l'indispensable respect des droits des demandeurs d'asile. Pour réduire ces délais, le gouvernement a accepté d'augmenter le budget de l'OFPRA, ce dont nous ne pouvons que nous satisfaire. Et il faudra sûrement poursuivre cet effort pour atteindre les objectifs
fixés dans le projet de loi. Nous accueillons favorablement la confirmation de la suppression de la domiciliation préalable actuellement demandée aux demandeurs d'asile pour l'ouverture de leurs droits. Trop contraignante, trop chronophage, cette disposition ne pouvait perdurer. La mise en place d'un recours suspensif pour les demandeurs d'asile et le renforcement de leurs droits est une très bonne mesure que nous souhaitons voir confirmée. Lors de cet examen, en commission des lois, nous avons participé à travers plusieurs amendements à la réécriture du texte. Je retiendrai notamment la suppression du transfert du contentieux de l'asile à la frontière à la CNDA à compter du 1er janvier 2017, dispositif qui avait été inséré par le Sénat, ou encore la suppression de l'article 19 bis A relatif à la réduction du délai de retour volontaire de 30 à 7 jours. Sur l'examen des demandes d'asile par l'OFPRA, nous sommes satisfaits d'avoir pu supprimer la disposition qui permettait à l'OFPRA de clore les dossiers de demande d'asile en cas d'abandon du lieu d'hébergement. Ce dispositif sanctionnait inutilement un demandeur d'asile en raison du seul changement de domicile et équivalait à l'assigner à résidence. Une telle attitude était inenvisageable. Enfin, je voudrais revenir sur la question de l'accès des demandeurs d'asile à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous le savez, les radicaux de gauche que je représente aujourd'hui sont très attachés à l'émancipation de l'individu par le travail et à la reconnaissance pour celui-ci de lui donner la possibilité de subvenir à ses besoins. Il en va de sa capacité à s'insérer dans notre société et du respect de sa dignité. Nous avions déposé un amendement visant à permettre aux demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail dès le dépôt de sa demande d'asile. Nous regrettons de ne pas avoir pu vous convaincre, Madame la rapporteure, du bien fondé de cette demande. Nous prenons néanmoins acte de la décision d'ouvrir le droit au travail pour les demandeurs d'asile présents sur le territoire français depuis plus de 9 mois, ce qui n'est rien d'autre qu'une transposition de la directive européenne dans le droit français. Dommage que nous n'ayons pas eu l'audace d'aller plus loin. Autoriser l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile aurait constitué un véritable progrès pour les demandeurs d'asile en leur permettant de vivre plus dignement en France dans l'attente de leur statut définitif. Au final, nous sommes quand même satisfaits du travail effectué en commission des lois et des réponses qui nous ont été apportées par Madame la rapporteure. Comme nous ne sommes pas des adeptes de l'inflation législative, nous avons pris le parti de ne redéposer que 4 amendements auxquels nous tenons particulièrement. Nous proposerons donc de systématiser l'intervention du juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention du demandeur d'asile. Par ailleurs, en vue de la professionnalisation de la Cour nationale du droit d'asile, nous maintenons notre proposition d'intégration du rapporteur à la formation de jugement à la place d'une personne qualifiée, ce qui renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences. Cette intégration des rapporteurs s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises ces dernières années et vise à rapprocher le fonctionnement de la CNDA des juridictions de droit commun en matière d'étrangers. Les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des agents contractuels du Conseil d'État. Ils bénéficient des garanties d'indépendance attachées à la juridiction, lesquelles seront réaffirmées et renforcées par leur nomination par le vice-président du Conseil d'État sur proposition du président de la juridiction. Autre sujet qui nous tient à cœur, nous considérons que la communication de la transcription de l'entretien personnel aux demandeurs d'asile doit être systématisée. Nous avions demandé de rendre systématique la communication de cette transcription pour tous les demandeurs d'asile et avant qu'une décision soit prise sur la demande. Vous n'avez pas retenu notre proposition, nous en prenons acte. Mais nous vous proposerons désormais de systématiser la communication de cette pièce lors de la notification de la décision dans le cadre d'une demande accélérée. Enfin, notre dernier amendement portera sur la possibilité pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté d'accéder aux centres de rétention. Ces amendements vont tous dans le même sens, celui d'une meilleure protection des demandeurs d'asile, tout en gardant en vue l'exigence de performance de notre action publique. Mes chers collègues, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste n'est pas naïf. Nous savons que ce projet de loi ne saurait résoudre l'immense problème des migrations auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Il n'est certes qu'un maillon d'une politique qui doit être plus globale, plus intégrée, mais les dispositions qu'il contient vont dans le bon sens et dynamiseront, j'en suis sûre, nos capacités de réponse à cet enjeu majeur.
Il semblerait contre-productif de mener ce combat de manière isolée, alors que sur ces questions, les enjeux sont partagés. Cessons de nous voiler la face et interrogeons-nous sur l'évident manque de solidarité de certains pays européens qui laissent le plus souvent l'Italie et les pays ayant des frontières extérieures exposés à l'arrivée de nombreux migrants. Il est donc urgent de mettre en œuvre une réponse plus intégrée et plus solidaire au niveau européen. C'est un impératif que la gouvernance européenne ne peut ignorer, sous peine, une fois encore, d'entretenir l'idée que l'Europe ne sert à rien et que la détresse humaine ne l'intéresse pas, tant elle est empêtrée dans des sujets purement financiers. Nous rejoignons le gouvernement sur le fait qu'il faut également se poser la question de nos politiques d'aide au développement international, car la première réponse que nous devons apporter se trouve en Afrique. Il nous faut nous attaquer aux causes. Notre responsabilité est en effet de participer à la résorption des conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Notre responsabilité, c'est aussi de permettre à ces pays de se développer et ainsi d'assurer à leurs concitoyens, souvent très jeunes, des perspectives d'emploi et de progrès, car ne perdons pas de vue que pour la plupart de ceux qu'on appelle des migrants économiques, ils sont originaires de pays confrontés aux effets du dérèglement climatique, source de pauvreté et de misère. Enfin, la réponse se trouve ici en France et il est de notre responsabilité de nous adapter à cette hausse du nombre d'arrivées. Merci, mes chers collègues. Je termine, Monsieur le Président. Je salue l'initiative de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, d'avoir annoncé la création de 11 000 places d'hébergement pour les migrants et de voir ainsi reprendre les préconisations du rapport que nous avons rendu avec notre collègue Arnaud Richard sur la politique d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà, chers collègues, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est empreint de gravité face à ce nombre croissant de situations tragiques que nous vous disons qu'il est maintenant temps d'adopter ce texte rapidement et ce afin d'apporter une réponse adaptée à l'ampleur de cette crise. Je vous remercie.